Bonjour, bienvenue au Parlement européen ici à Strasbourg pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Au sommaire cette semaine, les questions budgétaires avec la France tout d'abord qui passe au prélèvement à la source au 1er janvier alors que tous les pays européens l'utilisent déjà. Nous en parlerons avec nos invités, Jean Arthuis, eurodéputé français, et Mercedes Bresso, eurodéputée italienne. Nous débattrons également du budget de l'Italie qui tourne le dos à l'orthodoxie européenne. Mais tout de suite, on parle du Brexit. L'horloge tourne, le Brexit c'est dans 6 mois, le 29 mars. Mais la Grande-Bretagne et l'Union européenne ne sont toujours pas d'accord sur les conditions du divorce. Chez les conservateurs comme chez les travaillistes, on se déchire sur la stratégie à adopter. Regardez. Comment sortir de l'Europe ? 2 ans après le oui au Brexit, les conservateurs au pouvoir à Londres cherchent toujours la meilleure façon de quitter l'Union. Fin septembre, les dirigeants européens ont rejeté le plan de Theresa May. Au congrès annuel des conservateurs cette semaine, le ministre du Brexit met la pression sur Bruxelles. L'approche théologique de l'Union européenne ne laisse aucune place à un compromis sérieux. Et pourtant, on attend de nous que nous mettions de côté l'intégrité territoriale de notre propre pays. Si l'Union européenne veut un accord, elle doit être sérieuse. Et elle doit l'être maintenant. Londres doit présenter de nouvelles propositions au sommet européen le 18 octobre. Mais Theresa May a du mal à trouver la bonne recette. Son plan initial, rejeté par l'Union européenne, est aussi très contesté au sein de son propre parti. La Première ministre propose de garder des relations commerciales étroites avec l'Union, avec une réglementation commune. Une proposition que les militants conservateurs soutiennent sans enthousiasme. Conséquence, les partisans d'une rupture nette avec Bruxelles tentent de reprendre la main. Boris Johnson, le principal rival interne de Theresa May, conteste son plan, le fameux plan Chequers. Ce mardi, il a renouvelé ses attaques. C'est le moment de le faire, et nous avons le temps. C'est le moment de jeter Chequers à la poubelle. Ce n'est pas pragmatique, ce n'est pas un compromis. C'est dangereux et instable, politiquement et économiquement. Et mes chers collègues conservateurs, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas ce pourquoi nous avons voté. Le Brexit divise aussi le Parti travailliste, le principal parti d'opposition. Comme les négociations piétinent, certains militants du Labour réclament un nouveau référendum. Fin septembre, 5000 personnes ont manifesté en marge du Congrès des travaillistes. Ils disent carrément à la direction du Labour Party « Écoutez-nous, entendez-nous, donnez-nous un vote populaire ». Il est temps d'écouter les 1 400 000 électeurs du Labour qui veulent à présent rester et les 2 millions de jeunes qui sont maintenant en mesure de voter pour leur propre avenir. Mais le patron du Labour, l'eurosceptique Jeremy Corbyn, n'est pas favorable à un nouveau référendum. Il veut s'opposer en recours si Theresa May ne trouve pas d'accord avec Bruxelles. Si le Parlement rejette un accord conservateur ou si le gouvernement ne parvient à aucun accord, nous ferons pression pour des élections générales. Sans quoi, toutes les options sont sur la table. Et même un nouveau référendum, Jeremy Corbyn a dû se ranger à la majorité de son parti. Jude Kirton-Darling m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé britannique du groupe socialiste et démocrate. Vous êtes aussi membre du parti travailliste. Alors franchement, est-ce que vous croyez à la possibilité d'un nouveau référendum? Est-ce que cette idée n'ajoute pas de la confusion? Je crois qu'il y a plein de confusion, n'importe quoi dans la question Brexit actuelle, mais la réalité, c'est qu'on est complètement en impasse au Parlement national. Et il n'y a pas une majorité pour le plan de Theresa May, il n'y a pas une majorité pour rester en Europe à travers les députés nationaux, il n'y a pas une majorité pour quitter l'Europe sans accord. Donc, dans cette situation d'un impasse, la seule possibilité, c'est redemander à le peuple qu'est-ce qu'eux, ils ont envie 2 années après le premier référendum,
qu'est-ce que sont leurs avis sur la situation actuelle et qu'est-ce qu'eux, ils veulent dans l'avenir. Donc, pour moi, la possibilité d'un nouveau référendum, People's Vote, ça augmente jour après jour avec la division au sein de le gouvernement, la division au sein de le Parti conservatif. Alors le plan de Theresa May a été rejeté par les Européens, il est contesté dans son parti, mais vu la pression des Brexiteurs, de ceux qui veulent un divorce dur avec l'Union européenne, est-ce que le plan de Theresa May n'est pas un moindre mal selon vous ? Non, c'est pas le cas. C'est pas la seule alternative. Theresa May veut présenter un débat très bipolaire comme ça, soit avec moi, ou c'est la Valaise, si vous voulez. Il y a plein d'alternatives. Il y a la possibilité qu'on peut avoir un vote avec la possibilité de rester en Europe, de donner le vote. Et là, on reste en Europe dans l'avenir. Il y a d'autres possibilités. Il y a aussi la possibilité qu'on aurait une élection nationale. Le Parti travailliste prend le pouvoir et on essaie de négocier un accord qui serait un peu comme l'accord entre Norvège et l'Union européenne pour l'avenir. Il y a beaucoup de possibilités. L'idée que c'est la proposition de Theresa May au hard Brexit, ça c'est complètement un faux débat que Theresa May essaie de plus pour avoir le support de son accord. Et vous, les travaillistes, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme accord ? Nous, on aimerait bien le plus proche relation avec l'Europe dans l'avenir. On reconnaît que le marché unique, c'est un marché qui est très important pour nos exportateurs, pour nos industries, pour toute la chaîne de valeur. On ne peut pas nous retirer d'un mariage de 40 ans pour une relation comme Canada avec l'Union européenne. C'est pas possible pour notre économie, pour notre société. Et donc, nous, on aimerait bien, si on est en train de partir de l'Europe, que la relation est le plus proche possible, une union douanière et un accord sur le marché unique. Theresa May a un peu durci son discours ces derniers jours. Hier matin, elle a annoncé que pour janvier 2021, l'immigration serait resserrée. Les immigrés ne seraient autorisés à rentrer au Royaume-Uni que selon leur niveau de qualification et que les Européens ne seront plus favorisés. Qu'en pensez-vous ? Mais moi, je crois que l'autre côté de la proposition de le gouvernement sur l'immigration, c'est que le gouvernement, pour la première fois, est en train de couper le droit des Britanniques à travailler, à voyager, à étudier dans les autres pays européens. Ça, c'est vraiment une catastrophe pour beaucoup de jeunes en Grande-Bretagne. Et cette côté de le débat immigration est jamais débattu par le Parti conservatif. Le Parti conservatif est obsédé par les chiffres, obsédé par cette question d'immigration, mais il n'y a jamais un débat sur qu'est-ce que nous avons besoin comme pays. On a besoin que les gens viennent pour travailler chez nous, ça c'est clair. On a besoin que les gens travaillent pas seulement dans les qualifications très hautes, mais aussi dans les qualifications qui sont bas, dans les métiers qui sont moins qualifiés. Mais ce débat, on n'a pas un débat très adulte en Grande-Bretagne par rapport à l'immigration. Et Theresa May n'a créé pas l'atmosphère pour avoir ce débat. Dernière question, les négociations sont donc très mal parties avec l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à aucun accord ? Il y a toujours une possibilité, par accident ou par choix. Il y a certains dans le Parti conservateur, Jacob Rees-Mogg et d'autres, qui veulent vraiment qu'on parle de l'Union européenne sans son accord. Ils veulent créer le chaos. Un pas pour faire l'argent dans le chaos. On doit être complètement franc. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent après le référendum, ont donné le pari contre notre pays. Mais aussi, pour eux, c'est un projet beaucoup plus long terme pour créer le chaos, pour que le projet européen se fonde en Europe aussi, pour créer un premier domino, pour pousser que le projet européen et toute l'Union européenne se fondent dans les années à venir. Et ça, il faut faire tout pour qu'ils ne réussissent pas. Merci beaucoup, Madame Kirton Darling, d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Tout autre sujet maintenant, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. La France y passe au 1er janvier prochain, alors que la plupart des pays européens fonctionnent comme cela depuis des décennies. L'Espagne depuis 1979. Alors comment ça marche? Les salariés, les entreprises en sont-ils satisfaits? Regardez ce reportage de François Goulin à Madrid.
La France est à la traîne en Europe. Voilà 40 ans que l'Espagne prélève ses impôts à la source. Les 19,5 millions de contribuables espagnols sont directement ponctionnés sur leur salaire. Sur la fiche de paye de Carlos Flores, c'est 24% de son salaire en moins qui passe presque inaperçu. Tu as juste une seule ligne qui s'appelle Tributación IRPF qui correspond au prélèvement à la source des impôts. Donc à la fin, c'est beaucoup plus clair parce que tu as une seule ligne et après ton net qui est vraiment du net. Carlos Flores est français. Ce commercial, au salaire très variable selon les mois, s'est installé à Madrid il y a 5 ans. Il a subi de plein fouet le décalage d'1 an du système français. J'avais fait une activité en France l'année précédente. J'ai dû payer la même année 2 types d'impôts pour la France et pour l'Espagne. Moi, je préfère l'Espagne, le système espagnol. En France, moi, j'étais mensualisé. Il y a toujours un décalage vu que mon variable pèse beaucoup sur mon salaire global. Donc, il faut faire toujours des ajustements, il faut faire des calculs pratiquement tous les ans. Par contre, en Espagne, c'est quelque chose de fixe et il n'y a pas de calcul à faire et c'est plus clair. Ce sont donc les entreprises qui collectent l'argent pour l'État, comme dans cette PME madrilène, Ercotex, où l'on fabrique les uniformes de la garde royale. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? La société est dirigée par un autre Français, Jonathan Vierne. ¿Qué tal con los uniformes? Muy bien. ¿Sí? ¿Avanzando? Avanzando. A tope para el 12 de octubre, ¿no? Pour connaître le taux d'imposition que chacun doit payer, les employés transmettent à leur patron des informations personnelles pouvant conduire à des abattements, mariage, nombre d'enfants, handicap ou conjoint au chômage. L'employeur fait donc tout le travail à la place de l'État. L'entreprise a 3 casquettes. La première, c'est cette fameuse déclaration de la situation familiale que l'entreprise doit faire remplir à tous ses employés. Après, il faut faire les feuilles de paye. Donc, chaque feuille de paye, c'est un impôt différent. Une fois que c'est fait, il faut reverser cet argent au trésor public. Donc voilà, au final, c'est vrai que si l'entreprise n'a pas un bon cabinet comptable ou un expert comptable, c'est l'entreprise qui a cette charge, ce travail administratif à faire en plus. Pour Ercotex et ses 28 salariés, aucun problème, les comptables se chargent de l'administratif. Mais pour les petites entreprises, ce sont de nombreuses heures perdues passées devant l'ordinateur. Pour ce travailleur indépendant, se pose également une question morale, la responsabilisation des citoyens. Je pense que le travailleur devrait recevoir son salaire brut et déclarer lui-même la partie qu'il doit donner à l'État. Comme ça, beaucoup de gens se rendraient compte de ce que coûte le fruit de leur travail. Ce serait plus juste pour tout le monde, l'employeur et le travailleur. Totalement informatisé, l'impôt à la source fonctionne plutôt bien en Espagne, malgré un gros raté en 2006 où 500 millions d'euros ont été trop perçus par l'État. Depuis, l'administration a rectifié le tir, le ministère des Finances se veut rassurant. Aujourd'hui, c'est l'État qui est débiteur. Aujourd'hui, le solde pour 2017 est défavorable à l'administration fiscale, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent à demander aux contribuables qu'à leur rendre. Je pense que c'est un système efficace. Toutes les gestions administratives ont évidemment un coût en termes de temps, mais les automatismes et l'informatique nous permettent d'avoir une gestion raisonnablement efficace. Quant aux données personnelles auxquelles ont accès les employeurs, après quelques polémiques dans la péninsule, le procédé semble être globalement accepté. Les citoyens peuvent désormais, s'ils le veulent, transmettre leur situation familiale directement au ministère. Et pour parler du prélèvement à la source, j'accueille sur ce plateau Jean Arthuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français de l'Alliance démocrate et des libéraux pour l'Europe. À vos côtés, Mercedes Bresso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée italienne du groupe socialiste et démocrate. Alors, on a vu l'exemple en Espagne. Vous, l'Italie, vous appliquez le prélèvement à la source depuis plusieurs décennies. Est-ce que ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Finalement, on a réduit l'évasion fiscale, la petite évasion fiscale qui se faisait quand même. Et surtout, les citoyens sont contents parce qu'ils n'ont pas l'impression de payer des impôts.
Par contre, c'est clair qu'avec le temps qui passe, on a l'impression qu'on ne paye pas d'impôts parce qu'on oublie la partie impôt de son revenu et donc on a l'impression d'être payé moins. Très souvent, les gens disent « je gagne tant » et ils disent le net, ce qu'ils voient dans la fiche de paye. En réalité, le revenu est plus élevé, mais il y a la retenue à la source qu'ils oublient. Donc ça, disons, du point de vue de la responsabilité fiscale, ça baisse un peu la responsabilité fiscale. Par contre, c'est très pratique parce que ça réduit énormément les charges bureaucratiques pour un citoyen. Si vous avez des petits revenus, des droits d'auteur, des petites activités, il y a aussi la retenue à la source. Donc à la fin, vous rajoutez ça, mais c'est très facile à faire le calcul et de nouveau, vous n'avez presque rien à payer parce que tout est retenu à la source aussi dans les activités occasionnelles. Pourquoi est-ce que cela a permis de réduire l'évasion fiscale? Expliquez-nous. Parce que tout citoyen, disons l'Italie est quand même un pays dans lequel l'évasion fiscale est très élevée, comme vous savez. Donc, dans la gestion des déductions possibles, parfois on faisait des calculs mal faits, on tendait, on disait bon, je me trompe un peu, comme ça, je paye un peu moins, puis éventuellement, on compte sur le fait que sur un revenu moyen-bas, l'État ne va pas faire de contrôle. Évidemment, quand c'est revenu à la source, les contrôles sont faits et les calculs sont faits correctement. Donc, de ce point de vue, ça a réduit la petite évasion fiscale, pas évidemment la grande, parce que les grandes fortunes ne sont pas taxées à la source. Même sur les actions, par exemple, les titres, etc., la retenue à la source se fait toujours. Monsieur Arthuis, pourquoi la France est à la traîne? Pourquoi nous sommes quasiment les derniers en Europe à mettre en place ce prélèvement à la source? Ça fait 40 ans qu'on en parle. Et si on a tant hésité, c'est parce que nous avons un barème d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui est très particulier et assez complexe. D'abord, il est familial. Cela veut dire qu'on rassemble les revenus des deux conjoints, éventuellement des enfants. Ensuite, le barème est progressif. Il y a un quotient familial, on va tenir compte du nombre d'enfants. Ouais, ouais. En Italie, c'est pareil, Et puis, non, on a des déductions pour les enfants, c'est différent. C'est ça la différence. Le barème est individuel. Le barème est individuel. Exact. Et lorsqu'il est individuel, c'est automatique. Ouais. Ça ne pose pas de problème. Ouais. C'est ce que nous faisons en France avec la CSG. C'est un taux fixe. Il est perçu sur les revenus individuellement. Oui, tout à fait. Mais nous avons en plus des niches fiscales, des déductions, des abattements, des réductions, des crédits d'impôt. Bon, voilà qui compliquait la tâche. Et voilà pourquoi on a mis autant de temps. Donc, opter pour le retenu à la source imposerait en préalable d'aller vers une imposition par individu, ce qui n'est pas l'option qui a été prise en France. Bon, cela étant, ça ne dispensera pas d'ailleurs de faire chaque année une déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour rassembler précisément l'ensemble des revenus, de calculer l'impôt qui est dû et de comparer les prélèvements qui ont été exercés et l'impôt qui est dû. Si les prélèvements sont supérieurs à ce que l'on doit effectivement, l'État remboursera la différence. Si en revanche c'est inférieur, eh bien le foyer fiscal devra payer un complément d'impôt. Alors il y a beaucoup d'inquiétudes chez les contribuables, chez les employeurs aussi sur des éventuels bugs. Est-ce que vous, en Italie, il y a eu des bugs ? Non, écoutez, je crois qu'effectivement le système français est un peu plus complexe, mais une fois mis en place, vous allez déclarer quels sont les revenus de la famille et donc quel est le barème auquel vous êtes soumis, et puis l'employeur fait, chaque employeur des deux conjoints fait le prélèvement. C'est clair que s'il y a des modifications sensibles, il faut le communiquer à son employeur, autrement, de toute façon, tous ceux qui ont des revenus complexes, même en Italie, sont obligés de faire une déclaration. Maintenant, l'État essaye de leur envoyer une déclaration
pré-calculé sur la base de tous les revenus dont il est à connaissance. Donc avec le temps, on arrivera à améliorer aussi le système. Mais je crois que finalement, on trouve des solutions parce que, vous savez, les revenus ne changent pas beaucoup d'une année à l'autre. Les déductions fiscales peuvent être communiquées, donc elles sont faites par l'employeur. C'est clair que l'employeur a une petite charge en plus, mais son employé, par contre, il se sent plus tranquille parce que les gens simples sont très agités quand ils font la déclaration des revenus. Ils essayent de la faire eux-mêmes pour ne pas payer encore un fiscaliste, mais après, ils ont très peur de s'être trompés. Les honnêtes ont peur. Donc, je crois que ça soulage beaucoup le citoyen moyen. Monsieur Arthuis, est-ce qu'il n'y a pas un risque politique et un risque politique pour le gouvernement à imposer ce prélèvement à la source parce que les gens, au 1er janvier, vont voir leur bulletin de salaire, le montant de leur fiche de paye diminuer? Évidemment, mais beaucoup de contribuables avaient opté pour la mensualisation de l'impôt. Ouais. C'est-à-dire que chaque mois, un prélèvement était exercé sur leur compte personnel. Donc je crois qu'il n'y aura pas vraiment de différence. J'ai la conviction que les services du ministère de l'économie et des finances ont mis au point le dispositif. Naturellement, c'est une charge supplémentaire pour les employeurs. Ouais. Ça, c'est incontestable. Une complication qu'on leur impose, dont ils se seraient volontiers dispensés, probablement. Mais je crois que ça devrait se passer bien. Les cas particuliers n'entreront pas dans ce système parce qu'il faudra les traiter comme tels. Bon, c'est sans doute au plan pratique une commodité qui est offerte. Oui. J'ajoute qu'on a quand même maintenant un système de déclaration par Internet. L'administration communique aux contribuables des déclarations préimprimées. Ouais. Ça va simplifier les choses. Des travaux considérables ont été accomplis par l'administration fiscale. C'est incontestablement un progrès. Je pense que ce serait de bonne politique de réduire toutes ces niches fiscales, toutes ces déductions, réductions, abattements, qui fait qu'on n'y comprend plus rien, sauf à donner une rente de situation aux conseillers fiscaux. Alors on reste dans les questions budgétaires et monétaires avec un nouveau défi qui s'ouvre pour l'Europe. L'Italie, gouvernée par le mouvement 5 étoiles et la Ligue, vient d'annoncer un budget de relance bien loin des critères de Bruxelles et qui laisse filer les déficits. La Commission européenne exhorte l'Italie à revoir sa copie. Rome accuse Bruxelles de terrorisme sur les marchés financiers. Écoutez la réponse de Pierre Moscovici, le commissaire européen à l'économie. Commissaire européen, je suis là pour faire respecter une règle qui est une règle commune et qui est une règle de bon sens, qui est la règle qui permet de limiter la progression de la dette et qui permet aussi de s'assurer que nos finances publiques sont gérées de manière saine dans l'intérêt de nos concitoyens. Parce qu'encore une fois, quand vous faites des dépenses publiques, à la fin, il y a bien quelqu'un qui les paye. Et l'idée qu'il y ait d'un côté le budget du peuple et de l'autre côté les règles bureaucratiques européennes ne tient pas la route. Mercedes Bresso, vous êtes italienne. Est-ce que ce budget est une provocation ou un vrai plan de relance avec des bonnes choses pour les Italiens? Écoutez, d'abord, ça n'existe pas. On sait qu'ils ont décidé d'atteindre 2,4% de déficit. À part ça, même pas eux, ils ne connaissent pas les chiffres réels qui sont derrière le document d'économie et de finances. Ils sont en train de les écrire. Peut-être que ce matin ou demain matin, on les connaîtra. Donc, pour juger, il faut connaître. À mon avis, même en arrivant à 2,4%, ils ne pourront pas faire toutes les choses qu'ils ont déclarées, ils vont faire avec ça. Surtout parce que, et ce n'est pas de la faute ni à Juncker ni à Moscovici, la faute c'est à ceux qui déclarent que ce serait mieux de sortir de l'euro, que de toute façon, on peut aller avant avec un déficit, peut-être qu'appeler déficit dette, parce que l'Italie a une dette énorme et donc elle doit commencer à réduire sa dette. Et pour réduire la dette, il faut réduire la nouvelle dette de chaque année, c'est-à-dire le déficit. Il n'y a aucune autre manière de réduire la dette. Donc, on va en arrière très fortement parce qu'on était arrivé à 0,8%, donc la dette, compte tenu de l'inflation, commençait à se réduire et on avait des taux d'intérêt très bas. Là, déjà avec les déclarations qu'ils ont faites, pas seulement le fait de dire 2,4, on passe de 0,8 à 2,4, donc on va re-augmenter la dette. Mais ils ont déclaré des choses contre l'euro
qui ne font que se retourner contre l'Italie, parce que c'est évident que les investisseurs sérieux, les investisseurs institutionnels, à ce moment-là, ont peur, et donc ils se bloquent, ils attendent de savoir exactement ce qui se passe. Je crois que maintenant, le gouvernement italien aurait avantage à se taire, à présenter clairement les chiffres, et après commencer une négociation avec l'Union européenne. S'ils ont besoin d'un peu de flexibilité en plus, je crois que Moscovici avait déjà dit qu'il était disponible. Mais je crois qu'il faut parler peu et faire les comptes correctement et dire exactement ce qu'ils font, ce qu'ils réduisent et à la fin, quel est le solde réel et pas celui fictif. Monsieur Arthuis, vous êtes inquiet avec cette proposition de budget italien? J'écoute Mercedes Bresso. Les évaluations de dépenses sont-elles fondées ou pas? Et là, j'aimerais que la Commission exerce son pouvoir de surveillance. Exact. Parce que là, on parle on parle souvent de Bruxelles comme le père fouettard. Moi, j'observe que le père fouettard n'a jamais fouetté. Non, exact, je suis d'accord. Un peu la Grèce quand même. Non, non, il n'y a pas eu de sanction. C'est qu'à un moment, la Grèce était en cessation de paiement. Et là où on est bien injuste à l'égard de l'euro, c'est que s'il n'y avait pas l'euro, je pense que le gouvernement italien aujourd'hui aurait bien du mal à emprunter sur les marchés. Il trouverait plus de... C'est parce qu'il y a l'euro qu'une sorte de mutualisation s'est opérée et qu'on inspire la confiance au marché. Néanmoins, en dépit de cette confiance solidaire, les prêteurs pensent toujours que s'il y avait cessation de paiement, on ne laisserait pas tomber l'Italie. C'est ce qui s'est passé avec la Grèce. Et néanmoins, aujourd'hui, lorsque l'Italie va sur le marché, il y a 300 points de base supplémentaires. Ça veut dire que les taux d'intérêt augmentent de 3%. Alors très brièvement, est-ce que vous estimez, vous, qu'il faut des sanctions contre l'Italie? Les sanctions, je n'y crois pas. Ce qui manque à la zone euro, c'est un vrai gouvernement économique, financier et budgétaire. Exact. Ce qui manque à la zone euro, c'est un budget pour épauler. Nous avons une zone euro avec une politique monétaire, mais nous n'avons pas de politique économique européenne. Nous avons une addition de politique nationale. Donc cette situation ne peut pas durer. L'urgence, c'est de consolider la zone euro, lui donner un vrai gouvernement. On l'a bien compris, et un vrai budget. Vous savez, un budget est important parce que si vous pouvez recevoir aussi des aides, évidemment, vous êtes plus incité à la discipline fiscale. On l'a bien compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo.